Bonjour à tous et tout d'abord merci, merci déjà d'être fidèle au Lallemand Tour et de vous être rendu disponible malgré le changement de date, de vous être adapté et merci également aux intervenants pour cette adaptation. Donc le choix de la thématique n'a pas été chose facile, mais aborder le sujet du terroir et des micro-organismes nous a semblé intéressant. En effet, vignerons, œnologues, chercheurs s'interrogent, s'intéressent depuis longtemps au sujet très controversé du rôle des micro-organismes et du terroir. Sont-ils une composante complémentaire, une signature, un outil de révélation? Pas mal de questions qu'on se pose tous et les bruits courent autour de cette thématique. Donc il nous a semblé intéressant de vous donner une vision à travers différents experts sur ce thème. Car depuis longtemps, moi je trouve que depuis quelques années, le métier d'œnologue, de vigneron, voit quand même ses lignes bouger, notamment en partie dû aux caprices du climat. On peut avoir dans un même millésime sécheresse, grêle, gel. Et en parallèle, on va avoir beaucoup de discussions de consommateurs, de journalistes autour des vins sans. Mais peut-on faire des vins sans intervention de l'homme? Et les étapes fermentaires dans ces discussions sont quand même souvent montrées du doigt comme responsables de modification de terroir, de standardisation des vins. Mais qu'est-ce que le terroir? Est-ce que le sol n'en fait pas partie? Est-ce que, en taillant la vigne, en travaillant les sols, on ne change pas son microbiote et donc on ne va pas aussi modifier justement le terroir? Donc toutes ces questions, on va essayer de les aborder un petit peu. Mais est-ce que ce n'est pas à nous tous, professionnels, d'expliquer le vin dans ses réalités, de montrer que les micro-organismes sélectionnés dans nos terroirs sont les mieux adaptés pour répondre aux attentes des consommateurs et respecter le travail de l'homme dans son environnement naturel? Un ami qui devait être dans la salle m'a partagé une bonne partie de sa collection de livres anciens, et je l'en remercie. Et il y avait tout le temps un petit chapitre, alors c'est des livres de 1800, 1900, sur les odeurs et les arômes du terroir. Et souvent, on était plus sur des odeurs d'hommes rustres, de sueur, de soufre. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche? Mais bon, je vais laisser nos experts vous faire un petit historique et un état des lieux donc, de nos micro-organismes sauvages et domestiques, et laisser la parole à Michel Valade, qui va nous présenter les différents intervenants et orchestrer cette matinée. Michel Valade, donc microbiologiste, œnologue et consultant en œnologie, qui a exercé pendant 37 ans une brillante carrière en tant que responsable du service œnologique au CIVC, donc au comité de Champagne. L'élaboration du champagne n'a aucun secret pour lui. Il a écrit des centaines de publications, a fait beaucoup de conférences sur le thème et a écrit récemment un livre que je vous conseille, qui est adressé au plus grand nombre, professionnels et néophytes, qui s'appelle « Comment mettons les bulles dans le champagne ?» Mais pourquoi j'ai pensé à Michel pour cette matinée? En fait, Michel, parmi ses nombreux écrits, il a beaucoup de choses sur l'écologie levurienne et le lien entre vin et micro-organismes. Ça lui tient vraiment à cœur. Donc avant de lui passer le micro, parce que j'ai toujours du mal à le récupérer, donc je le garde le plus possible, quelques petits détails techniques. Donc vous avez sur vos pupitres un petit papier afin de noter vos questions pour les intervenants. On passera pendant la dernière présentation les récupérer. Après, il y a aussi possibilité de les poser en direct, ce n'est pas un souci du tout. Ensuite, vous recevrez un compte-rendu et un petit lien vers les présentations qui vont être aujourd'hui filmées. Donc, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas apparaître sur les vidéos, vous venez nous voir, mon équipe ou moi, voilà, et on fera en sorte. Michel, je te le donne cette fois. Bonjour, merci d'abord. Oh, on a failli terminer tout de suite là. Bon, merci à Sandra avant qu'elle ne parte à l'hôpital. Et à toute l'équipe Lallemand de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui. Alors, on a fait quelques répétitions. On nous a dit la clientèle la plus difficile, c'est Bordeaux. Donc, vous allez faire d'abord Nîmes, Lyon, Angers, et voilà. Et on finira à Bordeaux. Et normalement, on est au point. Mais bon, il peut y avoir quelques variantes quand même. Alors,
Je vais jouer le rôle d'animateur à la fin pour lancer le débat avec vous, parce que c'est des sujets sur lesquels on a déjà beaucoup débattu dans les villes qu'on a traversées. Je pense qu'on aura à peu près les mêmes débats, je l'espère du moins, à la fin de cette matinée. Alors, je vais présenter mes collègues, là, avec qui maintenant on se connaît bien, puisqu'on a vécu ensemble toute la semaine. On va commencer par Jean-Luc Legras. Alors, c'est des gens qui ont des CV importants, donc j'ai été obligé de résumer, sinon on aurait passé la matinée. Alors, Jean-Luc est ingénieur agronome, docteur en microbiologie et œnologue. Voilà, oui, il a une belle carte de visite. Il a commencé sa carrière à l'INRA de Colmar, déjà sur des projets de recherche sur la caractérisation des levures de terroir. Vous voyez que ce n'est pas un sujet nouveau pour lui. Il a poursuivi ensuite sa carrière, et puis maintenant il est à l'UMR de Montpellier. Vous voyez que c'est un grand voyageur. Et il étudie toujours les levures de vin et les levures de voile. Vous verrez qu'il fera tout à l'heure dans son exposé référence à ces levures de voile qui ont des caractéristiques bien particulières. Et puis il est responsable d'un centre de ressources biologiques, un conservatoire de souches de levure. Voilà, donc j'arrête là pour ne pas le gêner plus, mais je lui laisse la parole. Vas-y, Jean-Luc. Merci, Michel. Et j'en profite aussi pour remercier l'Allemand pour cette semaine qui était vraiment super enrichissante. Puis en attendant que la slide arrive, je remercie aussi pour l'organisation de la semaine. Bon. Alors en fait, et merci donc de la possibilité de parler de diversité de levures. Alors je vais vous parler vous connaissez tous les levures. Vous savez qu'on en trouve tous dans des fermentations de produits. Peut-être c'est mieux comme ça. De produits, vos produits favoris comme le vin, la bière, le vin de palme. Excusez-moi, le vin de palme. Et puis le saké. Mais aussi, on peut trouver des levures Saccharomyces sur du fromage. Et malheureusement, il y a quelques personnes, souvent immunodéprimées, qui peuvent avoir Saccharomyces comme pathogènes. Et bien sûr, où est-ce qu'on les trouve dans la nature ? On en trouve dans les arbres, comme aussi ces chênes, les hêtres, les châtaigniers, et aussi dans la litière, dans les forêts au pied de ces arbres. Mais aussi sur ces fruits comme ces litchis ou ces cactés. Mais ok, on a des levures isolées dans différents milieux, mais tout d'abord, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut les différencier ? Est-ce que ce sont les mêmes levures ou pas ? Et pour ça, on avait besoin d'outils. Et il y a l'étape majeure qui a permis de progresser dans la connaissance de la diversité des levures, c'est le développement d'outils de caractérisation moléculaire. Et ça a 40 ans, donc ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle qui ont connu la période de avant. Et il y en a quelques-uns, ma génération, quoi. Et on a parlé tout à l'heure de mes débuts de ma carrière. Voilà, on a commencé par les électrophorations champ pulsé et on séparait les chromosomes. Et c'est vrai qu'on voyait bien des différences entre les souches, mais c'est des méthodes qui avaient quand même des limites de caractérisation. Et l'autre méthode très connue qui a été vraiment très, très utilisée dans le monde entier, c'est la RFLP, l'ADN mitochondrial. Depuis, d'autres méthodes ont été développées, basées sur l'amplification par PCR de régions particulières. On obtient ainsi des codes barres particuliers. J'ai fait sauter mes animations. Voilà, ça c'est les PCR. Ça c'est un exemple de PCR delta. Ici, on voit un profil de type code barre. Et ici, vous avez ici ce qu'on appelle avec des profils microsatellites. En fait, ce sont des motifs répétés, avec soit à 2 bases ou à 3 bases. Et en fait, ces régions sont très variables en taille. Si on mesure précisément la taille, on peut différencier des levures entre elles. Et en combinant plusieurs loci, on obtient une information qui est très répétable. En fait, ces méthodes qui sont très répétables sont utilisées par la police pour caractériser les coupables sur des scènes de crime. Et donc ces méthodes sont très supérieures dans leur capacité à différencier les individus par rapport au typage delta et les méthodes précédentes. Et parce qu'on a des méthodes performantes, on a obtenu une nouvelle vision de la diversité.
Et les autres méthodes, bien sûr, c'est progressivement. C'est le développement des séquençages. D'abord un gène, 2 gènes, puis maintenant les génomes entiers. Donc un génome, ça ressemble à ça. Et à la fin de tout ça, donc on a une vision nouvelle de nos levures. Alors, la première vision qu'on a, c'est qui a été, maintenant ça fait déjà à peu près 15 ans, c'est se rendre compte que oui, les levures ne sont pas toutes pareilles. Les levures, c'est révisé, bien sûr. Et, pardon. En fait, ce qu'on remarque, c'est que dans des grands groupes que j'ai colorés avec des couleurs différentes, c'est ce grand groupe de levures de vin ici, parce que j'ai typé d'abord des levures de vin, des levures de rhum, des levures de fromage, des levures de distillerie, des levures de chêne, des levures de vin de palme. En fait, on voit bien qu'on a des clusters de souches qui sont apparentés. Alors, un arbre, en fait, ça se lit comme ça. Si on prend le chemin qui va d'un individu à un autre, on voit que ici, le chemin est très court. Ça veut dire simplement que les levures sont très, très proches. Si je prends cette branche ici, je vais avec ici. Là, on se rend compte que la distance entre ces 2 points est très longue. Ça veut dire que les 2 individus sont très éloignés. Donc, en fait, on a un groupe d'individus assez proches, mais quand même, on voit les branches assez longues. Donc, c'est bien que ces individus sont très différents, sauf quelques petits paquets de levures identiques. Et souvent, par exemple, ici, ça correspond à des levures commerciales, comme des variants autour de la 522 Davis ou la levure E118. Et pendant que j'y suis, vous remarquez ici ce grand groupe-là de levures de voile, et qui est très proche des levures de vin, mais un petit peu différente. Et notre levure E118, ou aussi prise de mousse, CHP, toutes les levures, on va dire les levures champenoises, sont dans ce cluster ici. Et en fait, ce qu'on voit, elles ne sont pas associées avec les levures de vin, mais plutôt avec les levures de voile. Mais en fait, ce sont des croisements entre des levures de vin ici et des levures de voile. Et en fait, c'est sans doute une des raisons pour les particularités de ces levures. Et il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que les levures de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, d'Australie, qui sont des vignobles très récents, ils se trouvent exactement dans le même cluster. Ils ne sont pas, par exemple, avec des levures qu'on a ici en Afrique ou en Asie. Alors, la caractérisation de ces levures a découvert aussi l'importance des hybrides interspécifiques. Ces hybrides, entre des espèces proches de l'espèce du genre Saccharomyces, les premières hybrides très connus, c'est les hybrides entre l'espèce Saccharomyces cerevisiae et l'espèce Saccharomyces kudriazevi. Et il y en a plusieurs, mais il y a un groupe de ces hybrides qu'on retrouve, qui est très largement répandu. On a quelque part au milieu là-dedans les levures le type de l'ALS, mais en fait, on a des variants de cette souche qui ont été isolées en Alsace, mais et vous me direz, c'est peut-être normal, mais en fait, il y en a aussi en Allemagne, en Hongrie, et ces souches sont plus éloignées. Ça suppose en fait un succès écologique de cette souche au sein de cette large région. Mais on en a aussi des hybrides en Suisse, un autre en Alsace, encore un autre isolé en Allemagne. Et ce qui montre en fait ces hybrides sont fréquents dans ces régions. De la même façon, on retrouve d'autres hybrides interspécifiques avec l'espèce Saccharomyces uvarum en Alsace et dans le Diois. Et la particularité de ces deux espèces, Saccharomyces kudriazevi et Saccharomyces uvarum, ce sont des espèces de levures cryophiles. Et croisées avec l'espèce Saccharomyces cerevisiae, ceci va fournir des souches capables à la fois de fermenter, grâce à la partie de leur génome qui appartient au genre Saccharomyces cerevisiae, et capables de pousser, de croître à basse température. Et ça, c'est amené par l'espèce kudriazevi ou uvarum. Et en fait, de manière générale, ces souches sont très bien adaptées aux vinifications sous climats septentrionaux. Alors, on parle de levure, de terroir, et ce qu'on dit, bah oui, les levures de ma parcelle vont venir de ma région, de la forêt à côté. Et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chercheurs portugais qui ont collecté des levures partout autour de la Méditerranée et aussi aux États-Unis, en France. Et on s'est dit, bah oui, est-ce qu'on peut comparer nos levures de chêne avec ce qu'on a dans le vin? Et en fait, vous avez deux groupes ici. Vous avez un arbre un petit peu différent du précédent. On voit ici des groupes de levures de chêne, soit d'un type ou d'un autre type pour spécial pour les souches de Méditerranée. Mais ce qu'on voit, c'est que ces deux groupes-là sont complètement différents des levures de voile et des levures de vin qui ont été isolées dans le monde entier. Donc en fait, non, les levures de vin ne sont pas des souches isolées sur les chênes à côté de la vigne.
Alors, OK, moi, ces manips-là ont été faites il y a 15 ans, 10 ans. Et puis maintenant, on est passé à des génomes, et ça donne quand même une information qui est beaucoup plus solide. Et est-ce que ça a changé les choses? Eh bien, heureusement, non. La vision qu'on a avec le séquençage génome a conforté cette image de la structure, de la diversité de l'espèce Saccharomyces cerevisiae. Alors ça, c'est un petit travail qu'on a fait à Montpellier. Il y a juste une centaine de souches maintenant. Il y a des gens qui ont séquencé 1000 souches de levures. Ce qu'on voit à nouveau bien, c'est qu'on retrouve bien nos groupes de levures de vin et de voile. Alors, pour la petite histoire aussi, les levures de voile, elles ont une propriété. Elles sont galactose négatives. Et en fait, quand on parle des souches calmoins et à la CHP, on se dit « Ah oui, les souches Saccharomyces baianus ». Mais non, c'est pas baianus, c'est juste une logique, c'est juste galmoin. Et en fait, technologiquement parlant, ce sont ces souches-là qui sont des levures de voile, pour la plupart, qui appartiennent au cluster des levures de voile. Et alors, les données de la génomique ont permis de se rendre compte que l'origine du genre Saccharomyces est sans doute localisée en Asie et l'espèce Saccharomyces cerevisiae sans doute migré au cours de l'histoire vers l'Europe. Et nos souches favorites, nos levures de vin, ici, ou de voile, ont une origine très récente, ce qui est traduit par des branches très très courtes. Et on pourrait dater l'origine de ces populations qui est vraiment très récente. Et à nouveau, nos petites levures du Nouveau Monde sont quelque part là-dedans, apparentées à toutes les copines qui sont isolées en Europe. Alors, l'avantage de séquencer des génomes, ça nous a permis aussi de découvrir des spécificités génomiques de ces levures. Il y a en particulier, alors c'était un petit peu connu avant, et puis ça a été amplifié avec les séquençages de génome, et aussi un peu de génétique, parce que ça a été développé en 15 ans. Il y a plusieurs translocations qui ont été détectées autour du gène SSU1. SSU1, c'est un gène qui code pour une protéine qui est capable de fonctionner comme une pompe et d'exporter les sulfites à l'extérieur de la cellule. Une translocation, c'est ça, vous avez 2 chromosomes, ici le 8 et le chromosome 16, et vous avez ici notre gène, notre pompe, et après la translocation, on obtient ce chromosome chimérique entre le chromosome 8 et le chromosome 16, avec la pompe, mais vous voyez, cette région change, et cette région, ça permet de changer l'expression du promoteur de cette protéine, et du coup, on obtient une plus grande capacité à expulser le sulfite de la cellule, et donc de mieux résister au sulfite. L'autre exemple très connu d'adaptation génomique qui a été bien caractérisé avec le séquençage des génomes, c'est l'amplification du gène QP. Et en fait, on s'est rendu compte que les levures de vin avaient très souvent des 2, 5, 10, et souvent plutôt 6 et 15 et 20, et parfois même jusqu'à 75 copies de ce gène-là. Et ça c'est cette amplification de ce gène CUP qui produit une protéine qui est capable de complexer le cuivre, qui va lui permettre de résister au cuivre. Alors, une troisième spécificité génomique des levures de vin, ça a été de trouver des régions qui leur sont spécifiques. En fait, dans ce travail qu'on a fait à Montpellier, on a séquencé une centaine de souches de levures, que vous avez vu tout à l'heure dans l'arbre, et avec c'est l'arbre que vous avez vu tout à l'heure qui est replié, entre les levures de chêne, de saké et de vin et de voile en bas. En fait, on a trouvé des régions particulières. Sur l'ensemble des données, il y avait 6 régions qui étaient spécifiques à une ou 2 niches. Et l'une d'elles, c'est la région que j'ai ici cerclée en rose, s'appelle la région C3 et C4. Elle contient un gène qui est extrêmement important, extrêmement intéressant, qui s'appelle FOT1 et FOT2. Ces 2 gènes qui sont en fait des copies d'un même gène, code pour un transporteur de peptides. Mais ce ne serait pas forcément spécial, parce que la levure en a d'autres, mais ce transporteur de peptides a une affinité particulière pour la glutamine. Or, les peptides du mou sont riches en glutamine. Donc, c'est une spécificité qu'ont acquise les levures de vin. L'autre spécificité de cette région, c'est le transporteur haute affinité pour le fructose, FSY1, qu'on retrouve chez les levures de voile. Ce qui est intéressant, ce transporteur-là, c'est qu'il fonctionne quand il y a des faibles teneurs en fructose. Mais on sait qu'à la fin de la fermentation, s'il y a un sucre qui reste dans le vin, c'est du fructose et pas du glucose.
Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les levures de voile à la fin de la fermentation pour utiliser une source de carbone et permettre leur croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ces régions donnent un avantage sélectif aux levures de vin pour se multiplier dans le mou de raisin. Et on note qu'on les a dans les levures de vin, de voile, mais on ne les a pas dans les levures de chêne, sauf exception. Alors maintenant, je vais parler de biologie, un peu de la levure, parce que ça explique aussi cette diversité. Ce qu'on sait, c'est que la levure, ça comme c'est révisé, se multiplie principalement par mitose. Ça, on le sait tous, c'est la propagation clonale fournissant des individus identiques. Mais en fait, la levure peut aussi se reproduire par reproduction sexuée et faire de la méiose et fournir des, vous voyez, ces jolis asques avec des spores différentes. Et quand des cellules, y compris d'une même asque, se croisent, ça peut redonner un individu diploïde. Ça peut se faire aussi à partir d'une seule cellule, qui à ce moment-là qu'on obtient, qui va se diviser, et se rendre compte qu'elles sont toutes seules, toutes les deux, et il y en a une qui change de type sexuel, elles se recroisent, et on obtient un individu diploïde. Et enfin, des spores d'une tétrade peuvent croiser des spores d'une autre tétrade et fournir des diploïdes, et on obtient un diploïde, quelquefois qui va être un hybride entre deux souches de levure différentes. Cet événement de méiose, il est rare, mais quand même suffisamment fréquent, et on peut estimer à un événement de méiose pour 1000 mitoses. Et entre 10 et 40% des levures de vin sont issues d'un croisement entre deux spores différentes. C'était décrit dans la littérature par différents auteurs. Et qu'est-ce qui favorise cette libération des spores pour croiser des spores d'autres tétrades? Par exemple, c'est le passage dans le tractus digestif des insectes, ou aussi la culture en masse qui favorise aussi les croisements entre des spores différentes. Cette diversité génétique, elle va être générée par la méiose et qui va assurer le brassage progressif des souches. Alors, quelles sont les conséquences aussi biologiques? Quelque chose de base. La première information, c'est que si on part d'une seule cellule, et dans un ml, et qu'on atteint une population de 100 millions de cellules, ce qu'on a couramment dans une fermentation qui fonctionne bien, il suffit de 27 mitoses. Et si on a une proportion d'une méiose toutes les 1000 mitoses, et on se rend compte que pour passer de 27 à 1000, il faut entre 25 à 40 ans pour que toutes les cellules soient renouvelées. Et ça, c'est plutôt un chiffre qui est plutôt bas, parce qu'il y a sans doute plus de générations dans la nature que ce que je vous indique ici. Et en fait, ça dit une chose, c'est qu'on ne peut pas parler d'une souche de levure, mais tout au mieux de population de levure qui serait propre à une région. Il y a une autre conséquence génétique extrêmement importante, c'est qu'on sait que quand vous avez une super souche, ça veut dire en fait souvent qu'elle accumule les propriétés de plusieurs gènes qui ont des allèles spécifiques qui sont performants dans certaines conditions. Quand on fait de la méiose, en fait, on va redispatcher ces allèles entre des souches différentes. Et ça va casser la combinaison favorable. Ça veut dire que les spores issus d'un croisement de ces populations de levures vont être forcément extrêmement hétérogènes dans leur capacité technologique. Et ça explique aussi la diversité des phénotypes. Et dans cette population, on aura une probabilité faible d'obtenir la meilleure combinaison d'allèles possible, d'un point de vue technologique. Nos levures, on les a sur les fermentations, sur les raisins, mais en fait, d'où elles viennent? Un des points importants, c'est le problème de la vection des levures. Ce qui a été décrit dans la littérature, c'est qu'il y a des vecteurs. Ça va les oiseaux. On sait qu'il faut à peu près 4 heures d'après cet article, pour franchir le tractus digestif des oiseaux. Et pendant 4 heures, les oiseaux peuvent parcourir des longues distances. Mais il y a aussi des drosophiles qui peuvent aussi véhiculer des levures sur des distances plus courtes, les abeilles et les guêpes. Alors les guêpes, elles sont intéressantes parce qu'elles ont des mandibules qui leur permettent d'attaquer les baies, ce que ne peuvent pas faire les abeilles, ni les drosophiles, sauf les Suzuki. Et l'autre point intéressant, c'est que les abeilles, elles vont
elles vont, lorsqu'elles vont pondre leurs œufs, elles vont fournir à leurs œufs et aux futures larves leur microbiote. C'est-à-dire que les populations de microbes et en particulier de levures présentes à la génération N, vous allez les retrouver à la génération N+1. C'est-à-dire en fait que ces guêpes en fait, vont accompagner et permettre l'inoculation des levures avec la récolte suivante. Et donc ça permet de boucler un cycle sur plusieurs années. Et accessoirement, elles vont aussi noter aussi que ces levures vont être dans le microbiote des guêpes aussi, et on retrouve ces levures dans le tractus digestif et aussi favoriser la recombinaison avec les spores. Alors, comme on parle de population, il faut juste avoir en tête qu'on ne peut plus raisonner avec des populations comme on raisonne avec une souche unique. Il faut raisonner avec des groupes d'individus. Et si vous avez un mélange de souches, les levures rouges et les levures bleues, et au bout de N générations, parce que les populations se différencient souvent, et on obtient un groupe de levures plus rouges, plus bleues. Et en fait, on va utiliser des métriques un petit peu différentes qui vont nous permettre de dire, voilà, on fait une distance génétique qui va basée sur des fréquences entre le rouge et le bleu. Et l'autre façon de faire, c'est dire, bah oui, c'est que si mes populations ne se sont différenciées, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'échanges. Et en fait, on peut estimer d'une façon un peu inverse les flux entre les deux groupes d'individus. Donc, c'est deux façons un peu similaires d'apprécier la distance entre les individus. Bien sûr, si on a beaucoup d'échanges, ma foi, les deux populations ne seront pas distinctes. Appliquons ces méthodes à nos levures de vin. On obtient tout de suite ce genre d'arbre. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des branches. On dit bien sûr la différenciation des groupes des levures de vin des autres levures. Et on voit des branches différentes. En fait, ce qu'on voit, c'est que à la base de ce groupe, on voit mes levures du Liban qui sont ici. Et ce qui est intéressant aussi, au plein milieu, à l'opposé, on a deux pays, la Bulgarie et la Roumanie. Et ça va bien avec une origine basée plutôt dans l'Est, dans Mésopotamie. Enfin, on connaît, d'un point de vue historique et archéologique, que la Mésopotamie est sans doute le berceau de la vinification en Europe. Et ça va bien avec ces hypothèses-là. Mais au-delà de ça, pour nous, dans nos vignobles français, on voit ici des groupes entre la vallée du Rhône, la Bourgogne, le pays nantais. Et en fait, on sait bien les échanges qu'il y a entre la vallée du Rhône et la Bourgogne, et entre le pays nantais. En fait, il y a des cépages aussi qui ont été échangés entre les pays nantais et la Bourgogne. Je crois que c'est le melon, je crois. Et de la même manière, ici, entre l'Italie et Cognac, on sait que l'Unier blanc est un cépage italien qui est utilisé à Cognac. Il y a une autre branche aussi, ici, qu'on prend de Roumanie, et on voit ici le vignoble d'Afrique du Sud et d'Allemagne. Et en fait, ce groupe-là comprenait en fait principalement des levures de voile. Pour la petite histoire, notez les populations d'ici d'Afrique du Sud, mais en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de levures de type apparenté peut-être aux levures champenoises. Et ici, les populations de Luce et Davis qui étaient ici, en Californie. Donc, juste pour dire, ces populations américaines, on les retrouve au plein milieu de nos levures de vin européennes. Maintenant, on va parler de diversité régionale avec deux exemples. Celui de la diversité en Nouvelle-Zélande et des résultats obtenus dans le Bordelais. C'est dans ce papier en fait, obtenu par une équipe néo-zélandaise d'Auckland. Ils ont analysé et comparé des populations sur des sites différents, entre l'île du Nord et l'île du Sud. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, alors ici, ils mettent des traits. Les traits matérialisent l'intensité des échanges entre deux régions. Et ce qu'on devrait voir, en fait, c'est que ces traits les plus importants ne sont pas forcément entre les sites les plus proches. Regardez ici, ces deux sites, à Nelson ici, et ce deuxième site autour de Christchurch. En fait, on voit que les échanges sont très petits. Alors qu'en fait, les sites entre Christchurch et ce site, c'est Hawke's Bay, qui est dans l'île du Nord, sont au contraire très importants. Et ça laisse le message, c'est qu'on ne peut pas dire que l'intensité des échanges corresponde avec la proximité géographique dans cette étude. Alors, je vais vous parler d'un travail qu'on a eu la chance de faire, auquel j'ai eu la chance de participer avec Isabelle Masneuf de l'ISVV et qui a été réalisé par Marine Borlin, qui est ici, durant son travail de thèse. Elle a fait un très gros travail sur 5 appellations du Bordelais. Elle a collecté des échantillons sur 22 domaines
Elle a récolté 193 échantillons de raisins qui étaient obtenus soit en agriculture conventionnelle, soit biologique. Et c'est un très très haut travail de collecte autour de ces 5 régions et sur 2 ans. Et tous les échantillons ont été faits sur du merlot. Sur l'aspect juste différenciation des régions, en fait, on a des différenciations entre les différents vignobles. Et ici, vous voyez qu'on a alors, des échanges apparemment très importants entre Saint-Émilion et Pessac-Léognan, c'est-à-dire en fait que les deux populations de l'Oise étaient très proches. Mais à l'opposé, les populations de Médoc semblaient plus éloignées. Et ce qui était intéressant, ce qu'on voit, c'est on a estimé des flux dans les sens. Et en fait, ce qu'on voit l'intensité plus forte entre Saint-Émilion et Médoc ou Pessac-Léognan et Médoc que dans le sens contraire. Et cette polarité des échanges suppose que pas juste une simple différenciation logique synchrone, ça peut traduire des phénomènes liés à l'histoire, liés à l'homme. En tout cas, mais ce n'est pas simplement de la simple différenciation géographique. Un autre point qui a été abordé durant ce travail, c'était agriculture conventionnelle, agriculture biologique. Et un des points importants, c'est qu'on a isolé 340 levures dans des vignobles conduits en agriculture biologique et 660 dans des vignobles conduits en agriculture traditionnelle pour des nombres similaires de domaines. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on avait une légère différenciation, parce que bon, ce chiffre, ça ne dit pas grand-chose pour vous, mais ce qui est donné classiquement par des généticiens, c'est que ce chiffre est très faible, même s'il était significatif. C'est-à-dire, en fait, on n'avait pas tout à fait les mêmes... Il y a des petites différences, mais elles sont faibles. Par contre, ce qui est un des points intéressants, c'est qu'on avait trouvé plus de levures, c'est comme ça c'est révisé, dans les domaines conduits sous agriculture traditionnelle que biologique. L'autre point qui nous intéresse au niveau technologique, c'était est-ce que j'ai un chai et j'ai un vignoble, est-ce que les deux sont les mêmes environnements ou pas? Et ce qu'on a fait, ce qu'a fait Marine, en fait, c'est qu'elle a comparé les populations de 7 chais avec les populations de parcelles correspondantes du vignoble. Et là aussi, on a obtenu une très faible différenciation, significative toujours, mais toujours très faible. Donc en fait, ça laisse penser qu'on a bien 2 compartiments, pas un seul compartiment, mais 2 compartiments, mais surtout avec beaucoup d'échanges entre les deux. Et ce qui peut expliquer ces petites différences, ça peut être par exemple l'utilisation du sulfite qui peut conduire à la présence plus importante de certaines souches qui peuvent permettre aux levures d'y résister. Alors, une autre façon de tester la présence, les échanges entre chais et vignobles, c'est peut-être éventuellement le retour de levures utilisées classiquement dans les domaines au vignoble. Et en fait, dans les populations isolées par Marine, on a retrouvé pas mal de clones variants de la souche VL3, mais aussi de la 522 Davis. Et en fait, la conclusion de ça, c'est que il y aurait un petit peu de retour de levure, entre 10 jusqu'à 25% dans certains cas, mais des choses ont été similaires et ont été observées dans l'Oregon, dans l'Italie, et puis donc à Bordeaux en 2018. Alors, le seul défaut de notre travail, c'était on a échantillonné dans une proximité assez réduite, puisqu'on était autour d'1 kilomètre environ des domaines, donc ça peut conduire à une surestimation de ce chiffre. Et ces levures qu'on avait au vignoble, en fait ici on avait les standards de ce qu'on a obtenu dans les LSA. En fait, elles sont globalement très homogènes, avec parfois quelques variations, plus pour certaines, mais globalement les levures sont assez homogènes. La longueur du centre, c'est le nombre de clones identiques observés. Et on constate que pour les levures isole vignoble, on a toujours un type central, majoritaire, ou parfois deux dans ce cas, et avec un grand nombre de variants autour, qui sont plus ou moins distants. Et ça peut être simplement des mutations ponctuelles, voire éventuellement des croisements entre des spores d'une même souche qui peuvent conduire à ces variations. Alors, on peut aussi chercher à estimer ces flux, évidemment en retirant les souches apparentées au LSA, et on a essayé d'estimer ces flux en microbien entre le chai et le vignoble. Et en fait, ce qu'on a retenu, c'est qu'on a trouvé, avec des modèles génétiques, qu'on pouvait estimer un flux raisin-chai qui était 4 fois plus élevé que chez raisin. En fait, l'idée, c'est qu'on a bien un système avec des échanges
réflexif entre le chai et la vignoble et le chai au vignoble. Même s'ils sont deux compartiments légèrement différents, mais avec des échanges entre les deux. Donc, pour finir mon exposé et conclure, je voudrais donc rappeler les lures Saint-Commissaire-Révisier de vin sont un groupe d'évolution récente qui est différent, bien sûr, des lures de forêt. Les propriétés génétiques de ces souches sont spécifiques pour la vinification. Il y a une très forte variabilité des souches de raisin du fait de la méiose. Et ça veut dire, en fait, quand on fait des études, il ne faut pas raisonner au terme de la souche, mais au terme des populations. On peut voir des différenciations macroscopiques entre les régions. Et dans un vignoble, on a des populations de souches et chaque vinification va être un échantillonnage aléatoire de ces populations. Et les lures font partie d'un écosystème qui inclut la vigne, le chai, les insectes. Et d'un point de vue technologique, on n'a pas vu de différenciation très nette des populations Saint-Commissaire-Révisier entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle. Et de la même manière, on voit c'est que chai et parcelle sont deux compartiments qui sont en équilibre avec des entrées et des retours. Enfin, le dernier message que je voudrais dire, c'est que diversité génétique, ça ne veut pas dire supériorité à transformer les cépages régionaux, puisque je vous expliquais comment, pourquoi la diversité qu'on observe dans les lures sur des raisins génère une très grande variabilité qui n'a rien à voir avec la technologie. Je vous remercie de votre attention. Juste une seule chose. Il faut juste que je remercie les gens avec qui j'ai travaillé à Colmar, à Montpellier, Isabelle, qui est dans la salle, à Bordeaux, et des gens à Montpellier, Florence, etc.